la vie d'un jeune de 18 ans. Normalement, à cet âge-là, la plus grande source de stress, c'est de réussir son créneau. Ouais, le fameux permis de conduire. Exactement. Ou alors de valider, je sais pas, ses premiers examens dans le supérieur. C'est l'âge de l'apprentissage de base, quoi. Une période où l'on observe la société pour comprendre comment elle fonctionne, en fait. C'est ça, on cherche encore. Mais quand on tourne le regard vers le sport de très haut niveau, cette normalité, elle vole parfois complètement en éclats. La machine à radiographie est tout simplement cassée. Ah bah totalement. On se retrouve face à un adolescent qui, logiquement, devrait avoir des sueurs froides avant un examen blanc, mais qui possède déjà une armoire à trophées que des vétérans de 30 ans regarderaient avec une jalousie absolue. Avec une décennie de bataille derrière, ouais. Ce contraste, il donne un véritable vertige, en fait. L'esprit humain aime bien que les choses soient linéaires, tu vois. Mhm. Qu'un athlète gravisse les échelons un par an, genre les équipes de jeunes d'abord, ensuite le banc de touche chez les pros, quelques minutes en fin de match, puis la titularisation, et vraiment tout à la fin, la sélection nationale. La progression classique, quoi. Voilà. Mais cette linéarité, c'est pas une loi universelle. Le sujet de notre analyse d'aujourd'hui, ça prouve vraiment que certaines trajectoires défient la gravité sportive. C'est clair. Et on n'est pas simplement face à l'émergence d'un bon joueur, là, on assiste en direct à un tournant générationnel dans le football africain. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que l'objectif de notre plongée au cœur de nos documents du jour, c'est de comprendre cette ascension fulgurante d'Ibrahim Mbaye. Oui. La mission, elle est super claire. Saisir comment ce gamin a pu s'imposer à la vitesse de l'éclair au sein de l'équipe nationale du Sénégal, les fameux Lions de la Teranga. Et analyser la pression phénoménale qui va avec, parce que c'est pas rien. Assez massif. Pour mesurer l'ampleur d'un tel séisme, il faut d'abord s'ancrer dans des faits bruts. On parle d'un ailier qui évolue au Paris Saint-Germain. 18 ans au compteur. Seulement 18 ans, c'est fou. Sa première convocation avec le Sénégal date de 2 novembre 2025. Et là où d'autres passeraient des mois à s'adapter au banc, lui, il rentre sur le terrain et il frappe immédiatement. Novembre 2025, c'est littéralement hier, quoi. Et le contexte de cette première apparition est fondamental. Le football international, et particulièrement sur le continent africain, s'est réputé pour son exigence physique et tactique. Très rugueux, ouais. Les espaces sont super réduits, les duels sont rudes. Faire ses premiers pas dans cet environnement, ça demande une cuirasse psychologique que très peu de vétérans possèdent en fait. C'est vrai. Alors pour un adolescent, c'est souvent juste un mur de briques. Et pourtant, dès son deuxième match sous ce maillot, donc face au Kenya, lors d'une victoire retentissante, 8-0, le mur de briques qui s'effondre. Il le pulvérise même. Il marque son premier but international à seulement 17 ans et 9 mois. Il devient, sur l'instant, le plus jeune buteur de toute l'histoire de la sélection sénégalaise. Ce qui est déjà historique en soi. Mais au-delà de l'anecdote, de ce record, c'est la suite qui me fascine. On pourrait se dire que, marqué dans un match amical ou une rencontre très déséquilibrée contre le Kenya, c'est une anomalie heureuse, tu vois. Un coup de chance du débutant. Sauf qu'il récidive sur la plus grande scène possible, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À la CAN, c'est l'épreuve de vérité absolue. C'est un tournoi qui se joue souvent dans des conditions climatiques extrêmes, avec une ferveur populaire qui pèse des tonnes sur les épaules des joueurs. Ouais, la pression est dingue. Confirmer son talent dans ce tournoi-là, c'est vraiment passer du statut d'espoir à celui de cadre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on regarde son impact lors de cette CAN 2025, on ne parle pas d'un remplaçant qui rentre pour faire souffrir les cadres à la 90e minute. Non, pas du tout. Il délivre une passe décisive pour la légende absolue Sadio Mané. Ensuite, il provoque un pénalty crucial face au Bénin. Et comme si ça suffisait pas, il claque un but en 8e de finale contre le Soudan. Un but décisif en plus. C'est le genre d'efficacité qui me fait penser à une analogie assez folle. Imagine une multinationale qui embauche un jeune stagiaire. D'accord, je vois l'idée. Dès sa première semaine, au lieu d'observer les réunions en silence au fond de la salle en prenant des notes, ce stagiaire, il prend la parole, il recadre les directeurs, il négocie avec les fournisseurs et paf, il signe les 3 plus gros contrats internationaux de l'année. C'est une perturbation totale de la hiérarchie établie, c'est sûr. Et ton analogie du stagiaire est hyper parlante, parce qu'elle met en lumière un aspect technique super important. Lequel ? L'audace. Si on prend l'exemple du pénalty provoqué face au Bénin, mécaniquement, pour obtenir une faute dans la surface de réparation à ce niveau-là, il suffit pas juste de courir très vite. Ah non, faut être malin.
Faut une maîtrise parfaite de son centre de gravité, une capacité à lire les appuis du défenseur adverse, qui est souvent beaucoup plus lourd et expérimenté d'ailleurs, et surtout, il faut l'audace de le défier en 1 contre 1. Surtout dans une zone où la moindre erreur te coûte un but en contre-attaque. Exactement. C'est une vraie démonstration d'intelligence spatiale et de ruse. Et pareil, marqué dans un match à élimination directe contre le Soudan, ça montre une absence totale de peur. La pression glisse sur lui. La pression d'un 8e de finale, ça paralyse souvent les jambes des attaquants confirmés. Lui, on dirait qu'il est immunisé contre cette paralysie. Et c'est une immunité qui s'est d'ailleurs confirmée très récemment, on l'a vu dans les sources. En mars 2026, lors des matchs amicaux, il a remis ça. Toujours le même rythme. Le 28 mars contre le Pérou, il débloque la situation avec une passe décisive pour le premier but de Nicolas Jackson. Et à peine 3 jours plus tard, le 31 mars, il inscrit son 3e but en sélection contre la Gambie. Magnifiquement servi par Ismaël Assar, d'ailleurs. Superbe action, ouais. Donc, si on fait les comptes, le bilan de ses premiers mois défile lentement. 3 buts, 3 passes décisives. Il est impliqué directement sur 6 réalisations avec les Lions. C'est fou. 6 buts générés en si peu de temps. Mais du coup, comment il fait pour lire le jeu de joueurs comme Jackson ou Sarr avec si peu de temps de préparation aux sélections? Parce qu'on sait que les rassemblements, c'est super court. C'est vraiment toute la différence entre un bon athlète et un prodige tactique. Dans les fenêtres internationales, on le sait, les sélectionneurs n'ont que quelques jours pour mettre en place des automatismes. 3 ou 4 jours max, ouais. C'est ça. L'implication d'Ibrahim Mbappé sur ces 6 réalisations, ça révèle qu'il joue pas seulement avec ses pieds, mais avec sa tête. Il a cette capacité rare à scanner le terrain avant même de recevoir le ballon. Il a un temps d'avance. Il sait où Nicolas Jackson va faire son appel de balle parce qu'il comprend les principes biomécaniques d'un attaquant de pointe. Il s'insère dans la structure tactique de l'équipe, non pas comme une pièce rapportée, mais comme un rouage hyper fluide. Et ce rouage fluide, cette aisance ahurissante, ça tombe évidemment pas du ciel. Cette capacité à analyser le jeu sous pression, elle prend racine dans son quotidien en club. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans l'irréel. Oh que oui, son palmarès. Le palmarès que nos notes dévoient pour ce joueur de 18 ans, ça donne le tournis. On a parlé de la CAN 2025, mais avec le Paris Saint-Germain, accroche-toi, hein. La liste est longue. Il a déjà raflé la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe du Monde des clubs, la Supercoupe de l'UEFA et 2 titres de Ligue 1. À 18 ans, c'est insensé. Il y a des attaquants mythiques qui raccrochent les crampons à 36 ans en espérant avoir un quart de ce palmarès. Mais honnêtement, en voyant cette liste, moi je me pose une vraie question. Vas-y. Je vais me faire l'avocat du diable. Psychologiquement, ça me fascine et ça m'inquiète presque un peu. La plupart des athlètes courent après la gloire toute leur vie. S'il a déjà touché le sommet de l'Olympe avant même d'avoir le droit de voter dans certains pays, qu'est-ce qui l'empêche de perdre le feu sacré ? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui le pousse à se faire violence lors d'un entraînement physique, sous la pluie, un mardi matin au mois de novembre à Paris ? Cette interrogation, elle touche vraiment au cœur de la psychologie de l'athlète d'élite. En fait, il faut séparer la motivation extrinsèque, donc les trophées, les médailles, l'argent, tout ça, de la motivation intrinsèque. Celle qui vient des tripes. Exactement. L'environnement ultra compétitif du PSG, c'est une machine à forger le caractère. Quand tu t'entraînes tous les jours avec les meilleurs joueurs de la planète, tu te bats plus seulement pour un titre de Ligue des Champions. Tu te bats pour ta survie dans le groupe. Tu te bats pour conserver ta place sur le terrain, pour prouver ta valeur à chaque instant. Mais les documents que nous analysons aujourd'hui apportent une réponse encore plus profonde à cette question de la motivation, notamment en abordant son choix de nationalité sportive. Oui, c'est un aspect fondamental de son histoire. Ibrahim Mbaye, c'est un ancien international français dans les catégories jeunes. Tout à fait. Et pourtant, à l'heure du choix définitif pour sa carrière chez les seniors, il a tourné le dos à l'équipe de France pour représenter le Sénégal, le pays de son père. Un choix lourd de sens. Le sélectionneur Pape Thiaw résume d'ailleurs ce tournoi avec des mots très puissants. Il affirme, et je cite, « l'idée générale de nos notes que c'est un choix du cœur qu'Ibrahim a toujours voulu jouer pour le Sénégal. » C'est fort comme déclaration. On sent bien que c'est pas une stratégie marketing pondue par un cabinet d'agents de communication. Ah non. Et cette insistance sur la notion de conviction profonde, c'est vital pour comprendre son équilibre mental. Sans entrer dans des considérations politiques, parce que c'est pas le sujet ici, le choix d'un joueur binational, c'est un processus d'une immense complexité psychologique. Tu as la pression de partout. Voilà, il y a des attentes familiales, des pressions institutionnelles, un examen minutieux de la presse de chaque pays. Choisir le Sénégal, non pas par défaut, ou en réponse à une absence de convocation en France, mais comme une volonté originelle, ça démontre une maturité identitaire hyper forte.
Une vraie solidité, ouais. Et cette démarche, elle clarifie ses objectifs. Sa motivation, elle n'est pas uniquement de gagner des coupes en argent massif, elle est de représenter une filiation, un héritage. Et sur le plan purement humain, j'imagine que pour les supporters sénégalais, entendre un gamin qui joue dans l'un des clubs les plus puissants d'Europe dire je suis ici parce que j'aime ce maillot », ça crée instantanément un bouclier affectif autour de lui. C'est clair qu'il l'adopte tout de suite. Il n'est pas perçu comme un mercenaire sportif venu chercher une place de titulaire facile. Non, c'est un passeport direct pour le cœur des supporters. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important, c'est un passeport pour l'acceptation dans le vestiaire. Ah oui, les autres joueurs. Ce respect immédiat dont il bénéficie en coulisses, c'est indispensable. Parce que sur le terrain, la pression qu'il subit est d'un tout autre niveau. Quand tu affiches un tel palmarès, quand tu choisis ton pays avec autant de ferveur et qu'en plus tu commences à empiler les buts décisifs, la mécanique médiatique s'emballe inévitablement. La machine s'emballe, ouais. Et ça soulève la question centrale qui traverse toute notre analyse des sources aujourd'hui. Ibrahima Mbaye est-il destiné à devenir le futur Sadio Mané ? La comparaison était inévitable. Dès qu'une pépite émerge, le monde du sport veut désespérément lui coller le visage de l'idole précédente. On a besoin de narrative. Tout le temps. Et les similitudes pointées dans nos recherches sont assez frappantes, faut l'avouer, tant sur le plan physique que technique. On y décrit une vitesse dévastatrice, un sens du dribble super aiguisé et une vraie mentalité de compétiteur. Le package complet de l'ailier moderne. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce qu'on parle vraiment du même profil de joueur ou est-ce qu'on force un peu le trait pour vendre une belle histoire de succession ? Alors, il y a des arguments biomécaniques et tactiques très réels derrière cette comparaison. C'est pas juste pour la belle histoire. La fameuse vitesse dévastatrice qu'on évoque, c'est pas seulement une question de point de vitesse sur 50 mètres. C'est pas que du sprint, quoi. Non, c'est la capacité d'accélération sur les 3 premiers mètres. Le fait de démarrer depuis une position arrêtée et d'éliminer le défenseur instantanément. C'est le centre de gravité bas, cette capacité à absorber les contacts sans perdre l'équilibre en plein sprint. Très typique de Malé, ça. Et c'est exactement l'arsenal qui a fait la gloire de Sadio Mané. Cependant, ce qui valide vraiment l'importance de ce joueur, ce ne sont pas les analyses tactiques extérieures ou les datas de la presse. Ce sont les joueurs eux-mêmes. Voilà, ce sont les mots de ceux qui partagent la sueur de l'entraînement avec lui tous les jours. Et justement, on l'a vu, les témoignages du vestiaire sénégalais sont unanimes. Et c'est assez incroyable pour un joueur de cet âge. On a Crépin Diatta qui déclare qu'à chaque fois que Pambaye entre en jeu, il apporte quelque chose de plus. C'est un vrai compliment venant d'un cadre. Sadio Mané lui-même prend la parole publiquement pour saluer la maturité mentale du jeune prodige. Et puis, il y a la voix du patron de la défense, le capitaine Kalidou Koulibaly. Ah, l'intervention de Koulibaly, elle est clé. Il lance un appel très clair en demandant explicitement à ce qu'on protège le joueur parce qu'il incarne l'avenir de la tanière. Entendre un rock comme Koulibaly utiliser le terme « protégé », moi ça me résonne comme une alerte rouge. L'intervention de Koulibaly, c'est vraiment l'élément le plus lucide de tout ce dossier à mon sens. Pourquoi un capitaine hyper expérimenté demanderait de protéger un joueur qui vient pourtant de gagner la Ligue des Champions avec Paris ? Parce qu'il connaît la pression. Parce qu'il connaît la brutalité de l'écosystème médiatique et sportif. Les cimetières du football y regorgent de soi-disant futurs très grands qui ont explosé en vol à 20 ans. Des étoiles filantes, on en a vu plein. Protéger un joueur tactiquement parlant, ça veut dire concevoir un système de jeu où il n'a pas à redescendre défendre sur 60 mètres à chaque action. Faut préserver sa lucidité offensive. C'est pas un piston, quoi. Voilà. Et médiatiquement, ça signifie que les cadres comme Koulibaly ou Mané doivent attirer les caméras dans les moments de crise ou quand l'équipe joue mal pour laisser le jeune respirer à l'abri. C'est fascinant de voir que le talent pur, les statistiques, le palmarès, ça suffit pas. Qu'il faut un véritable bouclier humain autour de la pépite. C'est indispensable pour durer. Le sélectionneur Pape Thiaw va d'ailleurs exactement dans ce sens, avec un avertissement très clair. Il dit, je cite, « C'est un joyau, on fera tout pour qu'il soit très bien ». Un joyau, ça se polit doucement. Et il y a un consensus général sur la nécessité de ne surtout pas brûler les étapes. Même si les statistiques affolantes sont là, il est rappelé dans nos sources que Sadio Mané, lui, a mis des années pour atteindre son prime. Bien sûr. Il a construit patiemment sa légende, de Metz à Salzbourg, puis Southampton, avant de vraiment marcher sur l'Europe avec Liverpool. L'exigence de patience semble être le mot d'ordre absolu dans le vestiaire. Et c'est la seule façon de construire une carrière solide ? Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Est-ce que nous sommes en train d'assister à un passage de flambeau en temps réel ? Je dirais que le passage de flambeau est déjà en cours, mais il se perd dans la transmission plutôt que dans la rupture brutale. C'est-à-dire ? Lors de la CAN 2025, quand on voit Mbaye servir Mané pour un but,
où Ismail Assar servirait Mbaye en masse 2026, ça illustre une transition hyper fluide. L'ancienne génération ne se sent pas du tout menacée par lui. Ils accompagnent. Au contraire, elle participe activement à l'éclosion de la nouvelle génération. Pour rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle, il y a une idée forte qui émerge de nos analyses. Elle claque comme une évidence. Ibrahima Mbaye n'est pas seulement le futur du Sénégal, il en est d'ores et déjà le présent. Ah oui, complètement. Il n'est plus un vague projet sur un tableau blanc de sélectionneurs, il est une réalité concrète qui change l'issue des matchs internationaux aujourd'hui. Le présent, assurément. Mais si l'on prend un tout petit peu de hauteur sur tout ce parcours ahurissant, il y a une réflexion qui s'impose naturellement. Dis-moi, Dans le football moderne, tu sais, tout est calculé. La data, les kilomètres parcourus, la recherche frénétique du prochain prodige dans les académies. Tout le système est conçu comme une rampe de lancement pour amener le joueur au sommet. exactement, le sommet qu'Ibrahima Mbaye a déjà atteint, enfin, à 18 ans. Précisément. Et c'est là que réside la véritable inconnue de cette histoire. Historiquement, le carburant principal de la légende sportive, c'est l'ascension. La quête. C'est l'espoir d'enfin soulever la coupe après des années d'échecs. Du coup, le défi pour Mbaye ne se jouera peut-être plus dans des duels contre des défenseurs rugueux sur le terrain, mais vraiment dans sa propre tête. C'est vrai que la gestion du succès précoce, c'est terrible. Quand on a déjà presque tout gagné à 18 ans, la difficulté, c'est plus d'atteindre le sommet. Le défi titanique, psychologique, intime, ça sera d'y rester pendant les 15 prochaines années. 20 ans même, avec la médecine sportive d'aujourd'hui. Comment se réinventer saison après saison ? Comment redéfinir ce qu'est une carrière réussie quand la ligne d'arrivée habituelle, elle a été franchie dès le premier kilomètre de la course ? C'est une perspective qui donne le vertige. Et pour en revenir à notre idée de départ, c'est un peu comme si, le jour de vos 18 ans, avec le tampon de l'examinateur tout juste à poser sur votre permis de conduire, On t'installe dans le baquet d'une Formule 1. c'est ça. On t'installe dans la F1 avec la mission de remporter le championnat du monde dès ta première course. Et surtout, l'injonction absolue de ne jamais ralentir pendant les 2 prochaines décennies. Et la pression est écrasante. La question n'est plus de savoir si Ibrahima Mbaye s'est piloté à une vitesse vertigineuse. Les chiffres le prouvent. Les 3 buts, les 3 passes décisives, les implications directes et l'armoire à trophées débordante prouvent que oui, il maîtrise la machine. Totalement. La véritable interrogation, celle qui fera de lui un excellent joueur ou alors une icône intemporelle du sport, c'est de savoir s'il saura tenir la distance de ce marathon sans jamais sortir de la piste. Ça, seul le temps nous le dira. Voilà une idée passionnante à garder à l'esprit pour quiconque continuera d'observer la trajectoire de cette étoile filante qui refuse de s'éteindre.